Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire, la suite de la garde à vue d'Alain Gazo et de Jérôme Arpinon, le dirigeant et le préparateur physique du Nîmes Olympique. La rencontre plus sportive cette fois avec Jean-Michel Cavalli, le coach des Crocos. Et puis nous nous sommes également rendus à Vergès pour découvrir les aménagements d'accueil des handicapés dans les gares. C'est à vous Philippe. Commençons par une brève, Pierre-Paul. Un braquage dont les auteurs étaient armés et cagoulés s'est produit dans une société dont le siège se situe au chemin de l'aérodrome à Nîmes ce mercredi 29 avril 2009 en début d'après-midi. Des sommes d'argent ont ainsi été dérobées, mais aucune victime n'est à déplorer. Les services de police ont ouvert une enquête et les individus à l'origine du larcin sont toujours recherchés. Beaucoup de tapage, Pierre-Paul, avec Nîmes Olympique, autour de Nîmes Olympique, qui s'en serait bien passé, en effet, outre son combat afin d'assurer son maintien en Ligue 2. Le club nîmois doit faire face à présent à des démêlés avec la justice suite à l'ouverture d'une enquête diligentée par la sûreté départementale. Les détails avec Paul Moffen et Raphaël Louis. Alain Gazo, le directeur général du Nîmes Olympique Jérôme Arpinon, le préparateur physique et 4 autres personnes en garde à vue depuis hier ont été remis en liberté vers 17 h. La police les soupçonne d'être les commanditaires d'une opération d'intimidation qui avait visé des supporters nîmois lors du match contre Angers le 27 février dernier au Costières. L'affaire est loin d'être terminée puisqu'Alain Gazo et Jérôme Arpinon sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 12 juin à Nîmes. Les joueurs, eux, se sont entraînés normalement ce matin. Jean-Michel Cavalli a donné sa traditionnelle conférence de presse. Une affaire qui tombe très mal pour le Nîmes Olympique qui, vendredi prochain, se déplace à Metz dans le cadre de la 34e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Crocos, 33 points, Lanterne Rouge et ex-aequo avec 3, n'auront pas la tâche facile face aux Lorrains, 57 points et 3e au classement. Effectivement, retour au jeu avec Jean-Michel Cavalli qui a néanmoins assuré de son entier soutien à Alain Gazo et Jérôme Arpinon. En effet, seul le défi de maintenir son groupe en Ligue 2 est pris en compte par Jean-Michel Cavalli, entraîneur des Crocos. Cet objectif, pour être ambitieux, reste réaliste et le coach nîmois entend bien mettre toutes les chances de son côté et se donner les moyens pour fédérer une troupe par ailleurs très motivée. Revue d'effectifs avec Nicolas Fabre et Guillaume Vitrouillet. Je compte sur tous les joueurs qui sont habillés sur le terrain. Après, peu importe le dosage de l'entraînement, nous sommes en fin de saison. Ce qui est le plus important, c'est de savoir entretenir et de savoir gérer les organismes, parce qu'ils ont beaucoup donné ces derniers temps. Après, à partir de là, dès qu'on est sur le terrain, tout le monde est susceptible d'être sur une feuille de match. Et ce qui est important, c'est de vous dire que mon objectif, c'est de prendre 42 points. Tout le monde est au même diapason pour moi. Je l'ai dit avant, mais ce n'est pas une façon de le répéter, c'est une façon de justifier et de valider ce que je disais avant. Que pour moi, que j'en avais parlé avant, que ce soit Montpellier, quand on devait jouer Montpellier, que ce soit Dijon, j'en avais parlé avant, ou que ce soit Strasbourg, tous les matchs sont les mêmes pour nous aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Il n'y a pas plus de... Il y a un adversaire, ils sont 11 sur le terrain. C'est à nous à essayer de proposer la meilleure résistance à l'extérieur. C'est dans les mains de toutes les équipes, puisque tout le monde a le potentiel pour atteindre 42 points. Hein, puisqu'il y a 15 points en jeu, le minimum il est à 33. Donc 15 et 33, ça fait 48. Donc tout le monde a tout en main. Maintenant, quelle sera l'équipe qui sera capable d'aller chercher ces derniers points? Eh bien, la réponse... Aujourd'hui, je ne peux pas la donner parce qu'à ce moment-là, je ne serai plus un entraîneur. Mais en tous les cas, notre objectif, c'est bien celui-ci. Voilà, le match, bien sûr, Metz-Nîmes Olympique, ce sera vendredi soir à 20h30. Cause de retransmission télévisée sur ma chaîne Sport. L'équipe doit partir en avion privé de Garon. Ce sera vendredi matin, Philippe. Un petit tour en train dans les gares SNCF, nos gares qui vieillissent et qui ne sont plus tout à fait adaptées pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Ainsi, poussé par la loi, mais affichant aussi une volonté de sortir de cette situation d'obsolescence, la région Languedoc-Roussillon fait de la modernisation des gares SNCF un objectif
prioritaires. L'intermodalité des transports, c'est-à-dire le mixage de tous les moyens utilisés pour se déplacer, est intégré dans le programme de rénovation des gares. Des équipements modernes, plus sécurisés, sont offerts aux voyageurs, valides ou non. La gare de Vergès a fait l'objet de tous les soins. Elle était inaugurée ce mercredi 29 avril 2009. Olivier Michel était présent pour le baptême. €1 million, tel aura été le coût de la modernisation de la gare de Vergès. Réfection du bâtiment, signalétique et accessibilité pour personnes à mobilité réduite font le gros des travaux. Des travaux réalisés dans le cadre du programme de modernisation des gares régionales lié à la loi SRU. Il faut que d'ici 2015, l'ensemble des moyens d'accessibilité soient mis à la disposition de tous ceux qui auront à un moment de leur vie ou toute leur vie un handicap. Et c'est ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, c'est une première où la SNCF est impliquée, où RFF est impliquée, mais où la région s'est engagée au point que sur la totalité des investissements, la région finance plus de 50% pour cette réalisation. Au total, ce sont 40 gares, 2 haltes ferroviaires et 192 points d'arrêt routiers qui seront pris en compte dans le schéma directeur régional d'accessibilité pour un coût de 121,5 millions €. Les travaux réalisés spécifiquement pour les personnes handicapées à Vergès concernent l'élargissement et le rehaussement des quais, la création de rampes d'accès ou la pose de bandes podotactiles. Des équipements jugés des plus nécessaires malgré un petit couac. Pour les non-voyants, la bande de guidage, c'est vraiment très bien. Seulement, il y aurait un petit problème pour les personnes qui sont en fauteuil. Quel est-il? Alors, ceux qui sont en fauteuil, s'ils arrivent par la bande de là-bas, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas ouvrir la porte pour rentrer dans la gare pour aller chercher le billet. C'est bien parce que les quais sont à niveau du train, au même niveau. Donc ça c'est super. En plus on arrive, donc on tombe sur la bève. Donc pour nous, oui, la bande d'éveil et de vigilance. Donc pour nous c'est un très bon repère. Autant pour reprendre le train aussi parce qu'on sait où est le quai. C'est une sécurité, oui. Maintenant, les trains, les anciens trains, effectivement, ils sont beaucoup plus hauts. Et là, il y a quand même un danger. Et écoutez, les aménagements, là, c'est principalement pour nous le rehaussement des quais. Donc ça, c'était une nécessité par rapport à la loi de février 2005, que les quais aient une certaine hauteur pour qu'on puisse rentrer en toute autonomie dans les trains. Donc ça, c'est une très bonne chose. Idéalement située entre Nîmes et Montpellier, la gare de Vergès-Codognan propose 24 trains par jour, compte 330 abonnés et accueille à l'année 80 000 passagers, soit une hausse de 10% de voyageurs de plus qu'en 2007. Première gare du Languedoc-Roussillon à bénéficier de cette modernisation, elle préfigure, selon Georges Frêche, ce que sera le transport de demain, où les centres-villes seront interdits aux voitures. Et pour être précis, c'est bien, Pierre-Paul, vous avez raison, la gare de Vergès-Codognan. Absolument, on l'a vu sur les images. Le Conseil général du Gard se donne les moyens d'apporter une aide substantielle aux entreprises et favoriser le maintien des marchés du bâtiment et travaux publics. Cela grâce à une avance des fonds de compensation de la TVA qui va permettre de lutter contre la crise conjoncturelle que subissent de nombreuses entreprises. Loin d'être une dotation exceptionnelle, ces avances de fonds vont permettre de satisfaire le plan de relance économique prévu par l'instance départementale. Le département du Gard va pouvoir se relancer, comme nous l'explique Damien Larry, président du Conseil général, au micro d'Olivier Michel. Traduction concrète du plan de relance par l'investissement, ce sont 8,5 millions d'euros que le Conseil général va recevoir de la part de l'État en 2009 au titre du fonds de compensation pour la TVA. Mais attention, il ne s'agit pas là d'une dotation supplémentaire, mais en réalité d'une avance sur trésorerie. Ce fonds aurait dû être perçu en 2011. L'intérêt, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie. Oui, c'est de l'argent qui aurait dû arriver en 2011 et qui va arriver en 2009. C'est pas neutre. L'idée, c'est bien, si vous voulez, de faire face à une crise conjoncturelle et donc d'injecter le maximum d'argent pour qu'il y ait le maximum d'investissements réalisés en 2009 pour aider les entreprises qui ont ce cap difficile à passer. En 2009, le Conseil général va donc percevoir les fonds de compensation de 2007 ainsi que ceux de 2009, soit au total 17 millions d'euros. Pour pouvoir y prétendre, il devait justifier de dépenses d'investissement supérieures d'au moins 1 euro par rapport à la moyenne de l'investissement des 5 dernières années.
Chose faite en 2009 avec un investissement de plus 37,5%, soit 162 millions d'euros. Donc cette année, ça peut m'aider dans la crise qu'on subit, avec la baisse des droits de mutation qui va être près de 30%. On va peut-être perdre 25 millions d'euros. Si on a 8,5 millions, ça atténuera un peu cette baisse, mais ce n'est pas une dotation exceptionnelle. Bon, mais je rappelle quand même que pour faire ça, le département du Gard est le premier investisseur du Gard, avec 162 millions d'euros, contre 117 les autres années. On a bien voulu la montrer qu'on investissait beaucoup pour essayer de relancer les entreprises. Département, communes, syndicats ou CCAS, le plan de relance de l'économie locale se traduit dans le Gard par la signature de 130 conventions qui représentent plus de 171 millions d'euros d'investissement que les organismes signataires se sont engagés à réaliser en 2009. À l'instar de l'État, le Conseil général prévoit également de soulager des trésoreries, celles des entreprises, avec l'accroissement des fonds versés en début de chantier. Alors avec mes collègues Donat et M. Valli, les bâtiments plus les routes, annonceront ça, je pense, la semaine prochaine, passer de 5 à 20% en trésorerie, ce qui permettrait aux entreprises, au lieu d'avoir uniquement 5% en début de chantier, d'avoir 20%, de soulager leur trésorerie. Je crois que c'est une mesure qu'on peut faire et si la loi nous le permet, on le fera. Et face à la crise, une façon peut-être de s'en sortir, c'est de bricoler soi-même, non? C'est ça l'idée? Oui, exactement. Ça fait partie d'un concept qu'on nous a un petit peu forcé à admettre au fil des années. Ça fonctionne bien. Pour moi, le bricolage, je crois que... Non, pas trop. Jamais. Pas trop. Malheureusement, même bon, s'il faut, mais bon, non. En fait, la grande surface du bricolage, on dit les GSB, donc c'est un petit peu le terme. Les GSB. Les grande GSB. surface de bricolage, d'accord. Ouais. Ben, on en prend tous les Nîmoise, donc Castorama a mis en place un nouveau concept d'accueil de ses clients et a changé l'ergonomie de son magasin. Des dispositions qui vont à l'encontre du sexe dit faible. Il n'est que dit faible, qui se met au bricolage, paraît-il, sans omettre des espaces. C'est risqué votre truc ce soir, là. Oui, c'est pour ça que je précise qu'il est dit faible, qui se met au bricolage sans omettre des espaces de théâtralisation des produits proposés. Faire face à la concurrence, attirer le chaland, proposer un maximum de solutions pour la construction du neuf et la rénovation, font du do-it-yourself, c'est-à-dire le faites-le vous-même. C'est parti de là, la colonne vertébrale de la consommation après la filière alimentaire. Toutes les précisions sur cette nouvelle mise en place qui fait un pied de nez à la crise avec notre paire de journalistes bricoleurs, Sophia Albaric et Alain Bonnet. Nouvelle identité pour Castorama, installée depuis 1999 en ville active, l'enseigne a entièrement remodelé son magasin nîmois aux couleurs d'un nouveau concept, la décoration d'intérieur. Un positionnement qui mérite une stratégie marketing bien particulière pour faire face à une conjoncture économique en perdition. Chez Castorama, nous avons décidé de prendre à contre-pied la crise. On investit de plus en plus dans nos magasins, puisque la crise, il est vrai, tout le monde la voit, tout le monde l'entend. Et c'est vrai que les gens se ressentent de plus en plus vers l'amélioration de son habitat. Donc nous avons voulu concevoir un magasin facilitant, simplifiant, pour que l'expérience d'achat du client soit un plaisir. Et chez Castorama, on va de l'avant et on n'est pas suiveur, on est précurseur sur le marché. Castorama a donc décidé de s'opposer à la crise en captant l'air du temps, satisfaire les attentes des clients en conseillant et en développant ses rayons décoration. L'engouement des Français pour l'aménagement intérieur de la maison ne se dément pas et les femmes manifestent un intérêt croissant pour le bricolage. L'important était pour nous, c'était de faciliter le choix du client et l'aider dans son choix, donc en mettant de plus en plus en situation les produits, afin que ce dernier se laisse orienter et des opportunités qu'il n'aurait pas pu avoir auparavant. Donc toutes nos équipes merchandising ont beaucoup travaillé sur la formation, sur client et sur le design et les mises en théâtralisation. Le magasin est à cette image où on a mis une grande place pour tout ce qui est féminisation et on est complètement conscient que les femmes auparavant ne s'adonnaient pas au bricolage. Aujourd'hui, elles s'y adonnent et elles sont prescriptives d'achat et de mise en ambiance des intérieurs. La tendance devrait se poursuivre. En attendant, le groupe saisit ce potentiel de croissance. La clientèle pourra cultiver l'art de la décoration sans complexe.
Voilà, et on s'est précipité pour m'amener une pelle et une pioche, pince multiple et un tournevis. Mais moi, je suis ravi que les femmes se mettent au bricolage parce que ça m'évitera de le faire. Voilà, il faudra rajouter une petite ligne dans l'annonce, en précisant que... Je donnerai mon avis, je vous rassure que je donnerai mon avis, mais c'est tout. Parlons des énergies renouvelables. Elles sont largement à l'ordre du jour. À ce titre, le lycée technique du Haudat de Nîmes n'est pas en reste et propose une filière de formation de techniciens supérieurs en maintenance de parcs éoliens. Une exposition au cœur de l'établissement permet au public de comprendre comment fonctionnent ces nouvelles sources d'énergie. Une visite guidée signée Olivier Michel. Je crois savoir qu'on est le seul site au monde où on a une nacelle qui produit, dans un atelier, qui produit de l'énergie électrique. Voir marcher une éolienne, comprendre son fonctionnement et susciter des vocations, tel est l'objectif de l'exposition présentée au lycée du Haudat. Depuis le 20 avril et jusqu'à la mi-mai, sur simple rendez-vous, grand public ou élèves peuvent donc découvrir cette source d'énergie qui a le vent en poupe. Cette exposition se fait en deux parties. La première partie est plus théorique, c'est-à-dire qu'on explique avec un PowerPoint quelles sont les énergies renouvelables, pourquoi est-ce qu'il y a des énergies renouvelables. Ensuite, on leur passe un petit film sur l'explication. Donc, ce film nous a été fourni par des constructeurs allemands et ils développent l'énergie éolienne. Comment est-ce que ça fonctionne? Et dans la deuxième partie, nous allons sur les nacelles et on met en route un moteur qui entraîne une génératrice de la nacelle qui simule le vent en fait et on fournit jusqu'à 20 kW. Donc, on a une nacelle qui produit 20 kW dans l'atelier. Même si la France reste encore un mauvais élève avec 3,4 gigawatts de puissance installée contre 23 chez nos voisins allemands, l'énergie éolienne se développe. On compte sur le territoire quelques 2350 éoliennes. Et pour les entretenir, seules 2 formations existent en France. La première promo nîmoise de technicien de maintenance éolienne est sortie du lycée du Haudat en mars dernier. C'est une formation complémentaire d'initiative locale, donc une FCIL, qui se déroule donc sur une année scolaire. Les élèves qui sont formés chez nous donc, ont déjà un BTS, on les recrute sur titre, donc avec un BTS industriel. Et ensuite, donc 15 semaines de formation plus une quinzaine de semaines de stage également derrière. Les 12 stagiaires qui sont venus se former chez nous cette année ont fait donc un stage en entreprise et à l'issue de ce stage ont tous été embauchés. Si vous êtes titulaire d'un BTS industriel ou encore en 3e et que l'aventure vous tente, l'exposition n'attend que vous. Mais attention, pour prétendre intégrer la formation, il vous faudra passer un test initial de vertige. Les nouvelles éoliennes peuvent atteindre les 120 mètres. Un test de vertige, voilà qui est proprement vertigineux. D'autres informations, Philippe? Non, Pierre-Paul, c'est terminé avec l'information. Terminé, mais pas terminé pour les aléas du direct, avec un portrait d'entreprise bien dans l'air du temps et dans l'air de ce journal, puisqu'il s'agit de Gaëlle Sinclair, qui est architecte d'intérieur et décoratrice. Vous voyez, quand on tient un filon, on le tient bien. C'est Nicolas Pinchino qui est allé la rencontrer. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Je remodèle en fait sur tous les espaces et je pousse en faisant aussi bien donc la décoration, mais aussi tout ce qui est agencement mobilier. Donc on va avoir du mobilier qu'on trouve, on va dire dans le commerce assez classique, mais on fait aussi du mobilier sur mesure. Donc là aussi en choisissant des revêtements parmi différentes gammes. Par exemple des matières en cuir. Donc on peut faire des têtes de lit, on peut faire des tables, enfin plus table console, hein, en fait, pas table repas. Et on peut les mettre sur les murs, on peut faire pas mal de revêtements, par exemple là sur les cuirs. On met des panneaux, là on met des panneaux aussi, avec des grandeurs. On a des aspects croco, aspects cuir. Là on va avoir des choses un peu plus lumineuses. Donc on peut mettre sur des piliers, pareil, des têtes de lit, on peut faire des chaises, on peut faire énormément de choses. Donc ça, ce sont des choses qui se collent. Après, c'est en fonction de l'ambiance, en fonction du style qu'on veut donner. Ça dépend là aussi. On en fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment des choses, on en fait ce qu'on veut. On peut faire des portes de placard, on peut faire des revêtements de portes, on peut faire du mobilier, comme je disais, on peut faire vraiment ce qu'on veut.
La démarche, en fait, c'est basé sur le sensitif. Donc, je vais coupler aussi bien les matières, les sons, les parfums, les lumières. Donc là aussi, on va avoir donc des lumières assez spécifiques pour mettre des ambiances. Je travaille en partenariat avec une société musicale pour faire des bandes sonores. Il y a un potentiel sur Nîmes. Moi, je me spécifie surtout avec les particuliers, mais aussi les professionnels, qui est les cafés, hôtels, restaurants principalement. Et sur la région nîmoise et surtout Languedoc-Roussillon, on a de la demande. Dans un instant, suivre l'étoile comme chaque mercredi, l'émission préparée par Marlène Laroche avec les sorties de la semaine, sorties cinéma de la semaine. À 21h, l'émission Antenne d'Ido Sud, c'est avec Christophe Ché qui reçoit Vincent Ribera, l'organisateur de la Feria de Palavas qui démarre ce vendredi 1er mai. À l'antenne d'Ido Sud, vous reverrez des images d'Enrique Ponce, de Javier Conde et Juan Bautista qui sont au cartel donc, de cette feria de Palavas. Pourquoi? Parce que ils seront opposés à des taureaux de Juan Pedro Domecq et nous avons dans nos archives des images de ces taureaux. Et également au programme de Tendido Sud, un retour sur la dernière feria d'Arles et des nombreuses images de faena inédites. Voilà, 21h. Avec Christophe Ché, bien sûr. Merci encore, Philippe. À très très bientôt à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Télémiroir et à très très bientôt.